Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on attend la facture, les dernières nouvelles d'Alsace. Impôt qui paie quoi? L'Ardennais, des contribuables de plus en plus exaspérés. Certains oublient d'ailleurs dans les paradis artificiels, le monde, cannabis, les cultures en appartement font exploser le marché français. Pendant ce temps, l'Europe joue son avenir. La dépêche du midi, ce que l'Europe nous apporte et l'opinion. Les pro-européens sont déboussolés. L'Ukraine encore à la une, encore largement à la une ce matin. Oui, la plupart des unes en fait sont consacrées aux deux référendums de Donbass et Lugansk. Le Figaro, l'Ukraine sur la voie de la dislocation et libération. Poutine à la manœuvre, l'écho de la Haute-Vienne. Référendum au Donbass, illégal mais massif. Toute la presse ce matin s'inquiète du climat de guerre civile qui se développe loin du regard de l'Occident. Mais dans son éditorial du Figaro, Philippe Gély se penche surtout sur le sens à donner aux deux référendums. Impossible, dit-il, de les réduire à la farce criminelle que veut y voir le gouvernement ukrainien. Si la population y a souscrit en nombre, c'est autant en réponse aux incitations de Moscou qu'à l'incurie de Kiev. Bien mal conseillé, poursuit-il, par les Européens et les Américains, le pouvoir intérimaire n'a rien fait pour apaiser les inquiétudes de ses citoyens russophones. Il évoque le souvenir de la Bosnie-Herzégovine et ce référendum d'indépendance qui avait mis un point final à tout espoir de réconciliation. Ce que l'Europe avait accepté et parfois applaudi en ex-Yougoslavie, elle risque d'avoir du mal à en justifier le refus en Ukraine. La campagne pour les européennes débute aujourd'hui en France, puisqu'on vote dimanche 25 mai. Et les journaux, pareil, rament un peu pour essayer de nous y intéresser. Mais oui, dans ce contexte de fragilité de l'Europe sur la scène internationale, tous les journaux tentent quand même de mobiliser pour les élections du 25 mai. Dans le journal de la Haute-Marne, Patrice Chabanet se désole de l'apathie générale qui laisse deviner une abstention record. Mais plutôt que de se désoler, certains ont choisi de parler de l'Europe concrète, celle qui agit sur nos vies. Le Parisien donne la parole à deux paysans de la Nièvre pour qui la PAC, c'est la survie. D'ailleurs, Jean-François Copé en parlait à l'instant de cet article. Ils sont éleveurs et les subventions européennes représentent 100% de leur salaire. Ils évoquent les mises aux normes qui ont exigé 300 000 euros d'investissement, les documents à remplir tous les jours sur l'état du troupeau, mais ils voteront pour continuer. Pourtant, dans Libération, Stéphanie Maurice est allée enquêter sur d'autres éleveurs. Eux sont dans le canton de l'Avesnois Sud, entre Picardie et Belgique. Là-bas, aux dernières législatives, une inconnue de 23 ans a créé la surprise en arrivant au deuxième tour parce qu'elle portait l'étiquette Front National. Et dans ce canton, elle est même arrivée en tête. Des villages vidés de leurs services publics et de leur commerce, des paysans qui enragent de se sentir des assistés et une Europe qui pousse à l'industrialisation. L'un dénonce les normes inéquitables. L'autre s'énerve contre celui qu'il appelle Charles-Édouard Leclerc, un gars qui fait mourir tout le monde, entendez Michel-Édouard et toute la grande distribution. Pour tous ces gens, le combat à l'échelle européenne est indispensable pourtant pour lutter contre les lobbies, notamment les céréaliers qui monopolisent les aides. Mais la colère est telle que les considérations politiques risquent fort d'être balayées. Vous nous parlez d'un homme machine à présent. Oui, la revue Au Fait publie un long entretien passionnant avec Daniela Serki, anthropologue spécialiste de l'hybridation homme-machine. Nous y sommes déjà, dit-elle. Elle évoque ce prototype, par exemple, de portable implanté dans une molaire et relié à l'oreille interne. Oui, mais qui a déjà été fait donc en 2002 en Angleterre. Elle alerte sur la conception totalement mécaniste de l'homme que révèle cette évolution et elle cite ses professeurs de cybernétique capables de déclarer que dans l'avenir, certains êtres humains seront augmentés et domineront le monde. Les autres ne seront, je cite, pas plus utiles que les vaches actuelles gardées au pré. Le futur n'est pas franchement humaniste. Heureusement, vous nous proposez tout de suite un moment de grâce. Mais dans le métro il n'y parisien. a pas que des mauvaises nouvelles dans la presse. Le Parisien titre en une. Et si le métro devenait sympa? 2 pages d'une étude. Donc, Mais oui, 2 pages d'une étude pour nous dire que les incivilités sont en nette baisse. Moins de goujats qui se précipitent dans la rame sans laisser descendre les passagers. Moins de mufles vautrés sur les strapontins aux heures de pointe. Seul point noir, la fraude, alors que le prix du ticket est un des moins élevés des grandes métropoles du monde. Oui, laisser les autres payer pour soi, c'est moins gênant que de les bousculer finalement. Alors dans son éditorial du magazine Elle, Dorothée Werner revient pourtant sur ce fait divers, alors dans le métro lillois et non pas parisien. Cette jeune femme, on en a beaucoup parlé, agressée sans que personne ne soit intervenu. Elle s'interroge. Jusqu'à ses 17 ans, dit-elle, un ado américain assiste à 18 000 meurtres sur écran. Alors les jeunes Français, c'est un peu moins, mais tout de même beaucoup. Est-ce que nos yeux seraient tellement habitués à cette violence spectaculaire qu'ils ne sont même plus capables de s'émouvoir d'une violence ordinaire, donc moins impressionnante, seulement banale? Alors elle cite Dostoïevski, si rien n'est vrai, tout est permis.
On termine non pas dans les souterrains de Paris, mais dans les rues de Paris. Mais oui, parce qu'il y a un autre exemple d'incivilité, c'est la saleté. Et le chroniqueur économique du Figaro, Jean-Pierre Robin, consacre son billet, donc billet économique, son billet du jour, à la propreté dans les rues de Paris. Il évoque Jésus choquant les pharisiens en ne se lavant pas les mains avant de rompre le pain. C'est de là que tout viendrait, la saleté dans les pays chrétiens, figurez-vous. Et il cite surtout une ordonnance datant de Louis XV et non abrogée jusqu'ici, qui obligerait chaque immeuble à permettre l'accès à des toilettes en rez-de-chaussée utilisables par les passants. Elle n'est pas abrogée, cette ordonnance. Non, pas abrogée. Conclusion, dit-il, le mal vient de ce que l'intérêt collectif est abandonné à la puissance publique alors qu'elle relève de tous les individus, de nous tous. Peut-être aussi le problème serait la privatisation de l'espace public. Bon, alors ce matin, je vous propose de lutter contre les incivilités. Vous frappez à la porte des immeubles pour faire valoir votre droit à l'hygiène. Il y en a quelques-uns qui vont se faire jeter. La revue de presse, Natacha Polony, c'est tous les matins à 8h35 sur Europe 1. Merci Natacha.